Salam alaikum. Bonjour chers étudiants, chères étudiantes. On va reprendre la deuxième partie du cours des lois usuelles continues. On s'est arrêté sur les calculs de probabilité pour des valeurs non centrées et non réduites. Je vais recommencer un petit peu les probabilités. Donc pour tout A supérieur strictement à, la probabilité que x soit inférieur ou égal à A, c'est P de x. Donc je répète, on va toujours centrer et réduire. Donc on aura P de x moins mu sur sigma inférieur ou égal à A moins mu sur sigma. Donc on remplace x moins mu sur sigma par sa valeur CU. Donc on aura U inférieur à A moins mu sur sigma. Et donc c'est égal à pi de A moins mu sur sigma qui est égal à pi de z avec z est égal à A moins mu sur sigma. La probabilité de x supérieure ou égale à A, on va toujours centrer et réduire. Donc on aura la probabilité de x moins mu sur sigma supérieure ou égale à A moins mu sur sigma. Donc on retranche l'espérance et on divise par sigma les deux membres de l'inégalité. Donc on aura égal à P de U, donc supérieur ou égal à A moins mu sur sigma. Donc on a remplacé x moins mu sur sigma par sa valeur qui est U. Et donc une fois on a centré, on a réduit, donc P de U supérieur à A moins mu sur sigma, c'est égal à 1 moins P de U inférieur à A moins mu sur sigma. Et donc c'est égal à 1 moins pi de A moins mu sur sigma qui est égal à 1 moins pi de z. Bien sûr, avec z, c'est A moins mu sur sigma. La troisième inégalité, P de x compris entre A et B. A inférieur ou égal à x qui est inférieur ou égal à B. Donc voilà la probabilité que... Donc on va centrer et réduire. Donc on aura probabilité de A moins mu sur sigma inférieur ou égal à x moins mu sur sigma qui est inférieur à b moins mu sur sigma. Donc on va remplacer x moins mu sur sigma par sa valeur, c'est u. Donc on aura voilà u. Donc a moins mu sur sigma inférieur ou égal à u qui était inférieur ou égal à b moins mu sur sigma. Donc qui est égal, donc on va, donc P de U de x compris entre A et B, c'est P de x inférieur à B moins P de x inférieur à A. Donc c'est ce qu'on va faire. C'est égal à P de U inférieur à B moins mu sur sigma moins P de U inférieur à A moins mu sur sigma. Donc la borne supérieure moins la borne inférieure. Donc c'est égal donc, à pi de B moins mu sur sigma moins pi de A moins mu sur sigma. Maintenant, on va voir la probabilité pour que x, en valeur absolue, soit inférieur à une valeur A. Voilà. P de x en valeur absolue inférieure à A. Donc ça veut dire, c'est quoi? C'est la probabilité que x soit comprise entre moins A et A. Donc si on va centrer et réduire, c'est-à-dire on va retrancher l'espérance de chaque côté et on va diviser par l'écart type chaque membre de l'inégalité. Donc on aura P de moins A sur moins mu sur sigma inférieur ou égal à x moins mu sur sigma inférieur ou égal à A moins mu sur sigma. Donc x moins mu sur sigma va être remplacé par sa valeur qui est U. Voilà. Donc on aura la probabilité de moins A moins mu sur sigma inférieur ou égal à U qui est inférieur à A moins mu sur sigma. Donc voilà, on va appliquer la règle P de x compris entre A et B, c'est P de x inférieur à B moins P de x inférieur à A. On va l'appliquer ici, donc c'est P de U inférieur à A moins mu sur sigma moins P de U inférieur à moins A moins mu sur sigma. Donc qui donne, c'est pi de A moins mu sur sigma moins pi de moins A moins mu sur sigma.
Donc, on va passer maintenant à un deuxième titre. Comment on calcule, pour le calcul des probabilités pour des valeurs centrées réduites. Voilà. Pour Z, donc Z, c'est la valeur de la variable de la loi U qui est centrée réduite. Donc, P de U inférieur ou égal à Z, c'est pi de Z. Donc là, par définition, la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite, c'est la probabilité pour que U soit inférieur ou égal à Z. Donc, c'est là, si vous remarquez la courbe, plutôt la courbe qui est jointe, la probabilité, voilà le Z, donc c'est l'aire de la partie qui est grisée, qui est comprise entre l'axe des abscisses et la courbe. Donc, la surface de cette partie-là, c'est la probabilité pour que U soit inférieur ou égal à Z. Et c'est pi de Z. Donc, je le répète, c'est l'aire de cette partie-là qui est comprise entre la courbe de la fonction de densité de la loi normale centrée réduite et de l'axe des abscisses. Donc, cette valeur-là, c'est égal à pi de Z. Donc, cette valeur-là qui est comprise entre la courbe et l'axe des abscisses. Maintenant, si on veut calculer la probabilité pour que U soit supérieur ou égal à Z. Donc, par définition, c'est quoi? C'est 1 moins P de U inférieur ou égal à Z. Donc, puisque l'aire de toute la surface qui est comprise entre la courbe et l'axe des abscisses, c'est égal à 1. Toute cette aire-là, cette surface-là, elle est égale à 1. Et donc, nous, si on veut la partie supérieure, donc cette partie supérieure, c'est celle-là, voilà, U supérieur à Z, voilà, le Z, et voilà U supérieur à Z. C'est cette zone-là. Donc, si on veut calculer l'aire de cette partie-là, donc c'est 1, qui est la surface globale de toute la fonction de densité, moins la surface qui est inférieure, pour U inférieur ou égal à Z. Donc, c'est 1 moins la partie inférieure. Donc maintenant, si on veut calculer pi de moins Z, une valeur négative. Donc vous avez, voilà par exemple, voilà Z, le Z il est là, et le moins Z il est de ce point-là. Donc si on veut calculer pi de moins Z, ça veut dire cette zone-là, pi de moins Z, c'est la probabilité que U soit inférieur à moins Z. C'est-à-dire que U inférieur à moins Z, donc c'est cette partie-là, inférieur à moins Z. Et donc, comme vous remarquez, vous savez, cette fonction, elle est symétrique. Cette fonction densité, elle est symétrique. Et donc, cette partie-là, elle est égale à cette partie-là. Donc, P de U inférieur à moins Z, elle est égale à P de U supérieur à Z, par symétrie. Donc, par symétrie de la fonction densité de la loi normale centrée réduite. Donc, on aura P de U inférieur ou égal à moins Z, c'est P de U supérieur à Z. Donc, comme je répète, P de U inférieur à Z, c'est P de U supérieur à Z. Et P de U supérieur à Z, qui est une valeur positive, c'est 1 moins P de U inférieur à Z. Et donc, par définition, c'est 1 moins pi de Z, puisque P de U inférieur à Z, c'est pi de Z. P de U, cette fois-ci, on veut calculer P de U supérieur à moins Z. Donc, P de U supérieur à moins Z. Donc, je répète, Z est une valeur positive et moins Z est une valeur négative. Donc, P de U supérieur à moins Z, voilà, cette zone-là, c'est la même chose que si on veut calculer P de U supérieur, inférieur à Z, par symétrie. Donc, par symétrie, P de U supérieur à moins Z, elle est égale à P de U inférieur à Z. Parce que la loi est c'est-à-dire la loi est symétrique, la fonction de densité est symétrique, et donc par conséquent, elle est égale à pi de Z. Et en dernier lieu, P de U en valeur absolue inférieure à Z, donc inférieure à Z, ça veut dire qu'on doit enlever la valeur absolue, on va avoir P de moins Z inférieur à U, inférieur à Z, qui est égal, donc par définition, c'est P de U inférieur à Z, P de U inférieur à Z, moins P de U inférieur à moins Z. Donc la borne supérieure moins la borne inférieure. P de U inférieur à Z, c'est pi de Z.
moins pi de moins z. Voilà. Et donc, on aura pi de z moins, et comme vous le savez, on a déjà calculé, pi de moins z à quoi est égal, donc si on vient un petit peu en arrière, pi de moins z, on l'a calculé déjà auparavant, pi de moins z, c'est 1 moins pi de z. C'est 1 moins pi de z. Donc on va remplacer pi de moins z par sa valeur, on aura 1 moins pi de z, et donc on aura pi de z moins 1 moins pi de z, ça donne 2 pi de z moins 1. Donc en fin de compte, donc P de U en valeur absolue inférieure à z, il est égal à 2 fois pi de z moins 1. Donc maintenant, on va passer, comme on l'a déjà annoncé, à la lecture de la loi normale. Donc cette loi normale, 138, il a une table. Il a une table qui se présente comme suit. Donc je vais la présenter, voilà. Donc voilà. Donc le Z, c'est le quantile. Donc le quantile, les valeurs qui sont là. Donc le Z, c'est le quantile. Et les valeurs qui sont dans la table, c'est les probabilités. C'est les probabilités. Donc les valeurs qui sont dans la table, c'est des probabilités. Et vous remarquez qu'ils commencent, ces probabilités commencent de 0,5 à 0,9986, donc presque égal à 1. Donc il varie de 0,5 à 0,9986. Donc pourquoi il commence d'abord à 0,5? Parce que, comme vous le savez, la fonction de densité est symétrique. Et donc, on va travailler uniquement par la partie supérieure à 0. Donc par la partie supérieure à 0, pour les valeurs z supérieures ou égales à 0. Pour les valeurs z inférieures à 0, on va appliquer les règles qu'on a déjà vues au préalable. Donc comme je répète, ici, il n'y a que des probabilités. Et les quantiles, ici, c'est la valeur du quantile, c'est-à-dire la valeur du quantile. Ici, c'est le deuxième décimal du quantile. Donc, je vais vous donner un exemple et je vais expliquer comment on va lire cette table-là. Donc, le quantile z est généralement un chiffre compris entre 0 et 3. Donc, vous voyez ici le quantile. Le quantile, il varie de 0 à 2,9, presque 3. Donc, et cette ligne-là, elle représente le deuxième chiffre après la virgule du quantile. Cette ligne-là, cette première ligne, elle désigne le deuxième chiffre après la virgule du quantile. Donc cette première colonne, elle donne la valeur du quantile, mais à laquelle on ajoute cette valeur-là, qui est le deuxième chiffre après la virgule du quantile. Donc, la variable z, comme je l'ai dit, donc le quantile z est généralement un chiffre compris entre 0 et 3. Vous voyez ici, on s'est arrêté à 2,3, mais un complément de la table, ici, on voyait 3, 3,1, 3,2, mais généralement, on travaille avec des quantiles qui varient entre 0 et 3. Rare qu'on travaille avec des quantiles qui sont supérieurs à 3. Le quantile peut avoir au maximum 2 chiffres après la virgule. Généralement, le quantile peut avoir au maximum 2 chiffres après la virgule, généralement. Mais on va voir, il peut avoir 3 chiffres, mais dans ce cas-là, lorsque le quantile présente plus de 2 chiffres après la virgule, alors on fait appel à la méthode d'interpolation linéaire pour le calcul de la probabilité relative. Donc on va voir, généralement, le quantile se présente au maximum avec 2 chiffres après la virgule, mais s'il dépasse 2 chiffres après la virgule, on est obligé de passer à l'interpolation linéaire pour déterminer la valeur de la probabilité. Maintenant, on va donner un exemple pour l'utilisation de cette table. Si z égale 2,53. Donc, comment on va? La première des choses, donc calculons à titre d'exemple la probabilité pour que u soit inférieur à 2,53. C'est-à-dire pi de 2,53. Donc pour cela, on va décomposer la valeur z qui est égale à 2,53 pour la mettre sous la forme z égale 2,5 plus 0,03. Donc 2,5, on va la lire dans la première colonne
de la table, dans la première colonne de la table. Et 003, on va la lire elle va concerner la première ligne de la table. Donc je répète, vous avez une valeur Z 2,53 et on veut calculer la probabilité pour que U soit inférieur à 2,53. Ça veut dire pi de 2,53. Donc la première des choses, on va décomposer la valeur Z de cette façon-là, c'est-à-dire avoir 2,5 plus 0,03. Donc on va revenir à la table, donc Z égale 2,5, donc on va voir la table, voilà, 2,5, 2,5, on est à ce niveau-là, et puis 0,03. Donc on va voir 0,03, voilà, 0,03, et dans la première colonne, on va voir 2,5. Le point d'intersection de cette ligne et cette droite, de cette colonne et de cette ligne, va nous donner la valeur de la probabilité. Donc, si vous voyez l'intersection de la première, de 0,03, cette ligne 0,03, et on va s'arrêter à 2,5. Ici, on aura la probabilité elle est égale à 0,9943, 9943. Donc, voilà. Donc, je répète, on fixe la valeur 2,5 dans la première colonne, voilà. Et puis on fixe la valeur 0,03 dans la première ligne. L'intersection de cette ligne avec cette colonne va nous donner la valeur de la probabilité. C'est 0,9943. Voilà. Voilà. Donc par la suite, on va considérer dans la première colonne de la table, la ligne indiquant la valeur 2,5. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Puis dans la première ligne de la table, on fixe la colonne comportant la valeur 0,03. L'intersection de la dite ligne avec la dite colonne va nous donner la valeur P de U inférieure à 2,53, qui est égale à pi de 2,53. Elle est égale à 0,9943, qu'on peut écrire c'est 99,43%. Donc la probabilité, il peut être exprimée par une valeur comprise entre 0 et 1, comme elle peut être représentée par un pourcentage comme c'est le cas ici. Donc voilà un exemple. Donc, la table, donc, on va voir un petit peu les spécificités de la table de la loi normale. Donc la table permet de calculer tout d'abord la probabilité P de Z qui est égale à P de U inférieur ou égal à Z lorsqu'on connaît la valeur de Z. Donc lorsqu'on connaît le quantile, on peut déterminer la probabilité. Donc si on connaît le quantile, on peut déterminer la probabilité par une lecture simple de la table. La deuxième propriété, le quantile Z. Donc la table permet de calculer le quantile Z lorsque la probabilité P de Z est connue. Donc si vous connaissez la probabilité, vous pouvez déterminer le quantile. Si vous connaissez le quantile, vous pouvez déterminer la probabilité. La table de la loi normale N01 permet de lire les probabilités P de Z, c'est-à-dire la probabilité que U inférieur ou égal à Z, qui sont supérieures ou égales à 0,5. Donc comme je l'ai répété, comme je l'ai dit, donc la table, elle comprend les probabilités, elle représente les probabilités qui sont supérieures ou égales à 0,5. Donc, les autres valeurs de la probabilité, on peut les déterminer par la symétrie de la fonction densité. Voilà. Lorsque P de Z égale à P de U, qui est égal à P de U inférieur ou égal à Z, est inférieur à 0,5, alors Z elle est négative. Donc lorsque Z est positif, la probabilité elle est supérieure ou égale à 0,5. Lorsque Z est négative, la probabilité elle est inférieure à 0,5. Et dans ce cas, on va appliquer la formule. Donc pi de Z qui est négatif, Z qui est négatif, si Z est négatif, on aura pi de Z est égal à 1 moins pi de Z, moins Z. Donc on aura pi de moins Z est une valeur positive. Donc on peut calculer
son image et par conséquent on peut calculer l'image de Z. Pour les valeurs de probabilité supérieure ou égale à 0,5, P de Z qui est égal à P de U inférieur à Z qui sont supérieurs ou égales à 5, qui ne figurent pas dans la table. Parfois on peut trouver des probabilités qui, même si Z est supérieur, même si Z est positive, et que la probabilité est supérieure ou égale à 5, mais qui ne figure pas dans la table. Donc qui ne figure pas dans la table de la loi normale centrite, il faut dans ce cas-là utiliser la méthode de l'interpolation linéaire pour calculer la valeur de Z. Par exemple, je vais donner un exemple, je vais revenir à la table. Par exemple, vous avez ici je vais prendre un exemple ici, j'ai une probabilité de 0,8907 et 0,925. Par exemple, si vous trouvez une probabilité qui est égale à 0,8914, donc il ne figure pas sur la table, donc 0,8914, il ne figure pas sur la table. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'elle est comprise entre 0,8907 et 0,8925. Donc, le fait de trouver un encadrement va nous permettre, grâce à la méthode d'interpolation linéaire, de calculer le quantile relatif à cette probabilité-là. Donc, dans des exemples qu'on va faire par la suite, on va expliquer un petit peu plus en détail ces calculs de la loi normale. Donc, je vais revenir là-dessus, donc des applications à la fin du cours de ce premier chapitre. Maintenant, on va aborder un autre axe, la répartition des individus dans une distribution de loi normale X suit loi normale d'espérance mu et d'écart type sigma. Donc voilà, la première répartition qui saute aux yeux, c'est les valeurs qui sont supérieures à mu. Donc les valeurs qui sont supérieures ou égales à mu, ils représentent 50% des individus. Donc vous voyez ici, puisqu'on a dit que la fonction densité est symétrique par rapport à l'axe x égale à mu, elle est symétrique, et donc on a 50% à droite, et 50% à gauche. Donc la répartition elle est symétrique, et donc on aura P de x supérieur à mu, ils sont de 50%. Et P de x inférieur à mu, c'est égal aussi à 50%. Donc, grâce à la symétrie de la fonction densité. Donc voilà, 50% des individus en dessous de la moyenne mu et 50% au-dessus de la loi normale, et, parce que la loi normale est symétrique. Donc, grâce à la loi normale qui est symétrique. Autre répartition, donc lorsqu'on s'écarte de sigma à gauche et à droite, c'est-à-dire on aura ici mu moins sigma et mu plus sigma. L'intervalle mu moins sigma et mu plus sigma, il comprend 68% de la population, des individus. Donc 68% des individus sont compris entre mu moins sigma et mu plus sigma. Donc on peut faire ça par des applications simples, on va les faire par la suite pour vérifier ces valeurs-là. Mais vous pouvez les faire de manière simple en utilisant les règles qu'on a déjà vues. De même, lorsqu'on s'écarte de 2 sigma à gauche et à droite, c'est-à-dire qu'on aura l'intervalle mu moins sigma et mu plus sigma, alors la probabilité que x soit comprise entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma, elle est égale à 95%, c'est-à-dire 0,95. La même chose, en dernier lieu, lorsqu'on s'écarte de 3 sigma à gauche et à droite, c'est-à-dire l'intervalle mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma, donc cet intervalle, elle comprend
99,7% des individus. C'est-à-dire que la probabilité que x soit inférieur à mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma, elle est égale à 99,7%, qu'on peut écrire 0,997. On va voir maintenant un théorème qui est très important, qu'on appelle le théorème central limite, ou bien le théorème de la limite centrée. Donc, soit x1, x2 jusqu'à xn, une suite de variables aléatoires VA, donc variable aléatoire, on va noter VA, définies de la même, sur le même espace de probabilité, indépendantes et identiquement distribuées. Donc, indépendantes et identiquement distribuées. Il est noté souvent IID, donc quand vous voyez l'intention IID, ça veut dire indépendante et identiquement distribuée. Deux variables aléatoires de même loi, c'est-à-dire qu'ils ont la même loi. Ayant une espérance mu finie et un écart type non nul sigma fini, on va poser Sn, la somme des sigma dxi, voilà. Et xn bar, c'est la moyenne, c'est x1 plus x2 jusqu'à xn sur n, qui est égal à sigma dxi sur n, c'est Sn sur n. Alors, lorsque n devient très grand, la somme de ces variables aléatoires, suit une loi normale d'espérance n mu et d'écart type racine de n fois sigma. Donc, si on centre et on réduit, donc si on fait l'opération de centrage et de réduction, on aura Sn moins Nmu sur racine de n sigma, il suit une loi normale 0,1. Donc on centre et on réduit. Donc ici c'est la loi centrée et réduite. La loi normale centrée et réduite. Donc si on divise par n cette équation-là, donc numérateur et dénominateur, on aura Sn moins n moins mu sur sigma racine de n suit une loi normale 0,1. Sn sur n, c'est quoi? C'est xn bar moins mu sur sigma racine de n, qui suit une loi normale n0,1. Vous voyez? Donc lorsqu'on a n variable aléatoire indépendante identiquement distribuée, alors la somme de ces variables suit une loi normale. Et lorsqu'on fait la transformation suivante, on aura xn moins mu sur sigma racine de n, il suit une loi normale n0,1. Donc, je vous donne rendez-vous pour la 3e séance. Merci pour votre attention et à la prochaine.